1980, un réalisateur et un scénariste cherchent à continuer à exister à Hollywood malgré 3 précédents films qui ont été des échecs au box-office, des échecs publics, parfois même des échecs critiques. Leur prochain essai, ça doit absolument être une réussite, au risque de les faire disparaître définitivement du paysage cinématographique. Ce duo, c'est Bob Gale et Robert Zemeckis, et ils commencent à écrire en 1980, qui va devenir l'un des films les plus connus et les plus cités de l'histoire du cinéma. En septembre 80, ils vont présenter le scénario à Columbia Pictures, qui va être assez chaud sur le papier, et qui va juste leur demander quelques petites modifs et réglages sur ce premier jet de scénar. C'est la première version de Retour vers le futur. Mais le souci, c'est qu'il y a un truc à Hollywood qui s'appelle le Turnaround Deal. Tu devrais peut-être lancer un Tipeee pour que tes abonnés se cotisent et te payent 2-3 cours d'anglais quand même. Le Turnaround Deal, c'est un processus qui permet à un studio de vendre un projet qu'il a développé à un autre studio qui va le concrétiser. C'est une sorte de collaboration qui est assez fréquente à Hollywood. Et le truc, c'est que, ok, Columbia est assez chaud pour Retour vers le futur, mais pas au point de développer complètement et de concrétiser le projet. Donc du coup, ils vont le proposer à énormément d'autres studios. Et de Disney à Universal, personne n'en veut. Et ça s'annonce très très mal pour le duo Gale et Zemeckis, qui ont cependant un énorme atout, c'est celui d'être extrêmement potes avec Steven Spielberg. D'ailleurs, vous aurez remarqué que ça fait bien 3 vidéos que je balance pas son nom, et croyez-moi, ça me pesait énormément. It was a very unusual story, and yet it was based on a lot of old-fashioned principles. Tonton Spielberg qui vient d'ouvrir sa propre boîte de prod, Amblin Entertainment, qui est en bise avec Universal. Et c'est donc Amblin qui va développer Retour vers le futur. 4 ans après le premier jet du scénario, donc en 1984, Retour vers le futur va se concrétiser. Et le scénario de Retour vers le futur, il repose sur un duo hyper emblématique, donc il faut des acteurs très convaincants. Zemeckis, lui, il veut directement partir vers Michael J. Fox pour Marty McFly, mais le truc c'est que Universal est pas très chaud et va proposer d'autres noms, comme Johnny Depp, Robert Downey Jr., Ben Stiller, et c'est finalement Eric Stoltz qui est choisi pour interpréter Marty. Mais non mais n'importe quoi, regarde le film, c'est Michael J. Fox là. Alors ouais, je vais vous expliquer. Le tournage commence le 26 novembre 1984 avec un budget assez confortable de 14 millions et un tournage qui est prévu sur plusieurs mois. Eric Stoltz, il est très impliqué dans le rôle de Marty McFly et il joue avec un sérieux qui plaît pas spécialement à Zemeckis. Parce que lui voyait son personnage comme un héros plutôt léger et plutôt insouciant. I guess you guys aren't ready for that yet. But your kids are gonna love it. Le résultat, c'est qu'après 2 mois de tournage, Zemeckis va annoncer à Stoltz qu'il est viré. Pour l'anecdote, l'acteur va évidemment pas comprendre pourquoi et il va être dévasté de la nouvelle. Vraiment, ça va le flinguer. Bref, après 4 millions de dollars et 2 mois perdus, c'est bien Michael J. Fox qui va reprendre le relais et qui va interpréter Marty McFly pour son premier jour de tournage, le 15 janvier 1985. Pas de souci, le tournage se finit bien en avril, et la post-prod va se faire dans le plus grand des rushs. Vraiment, 3 semaines à peine après la fin du tournage, on va commencer à faire des projets tests un peu partout. Des projets tests qui sont hyper bien reçus, et du coup le film va même impressionner les producteurs et les distributeurs, qui vont placer énormément d'espoir dans un film qui était à la base, vraiment un film presque maudit et rejeté par tout le monde. Ils vont placer sa sortie pendant le week-end de l'indépendance, qui est un week-end où énormément d'Américains vont au cinéma. Et ça, ça va payer. Retour vers le futur sera le plus gros succès de l'année 1985, avec près de 400 millions de recettes au box-office. C'est un score énorme et complètement inattendu quelques mois auparavant. Le bouche à oreille fait des merveilles, le public est conquis, et de films maudits et impossibles à financer, Retour vers le futur est devenu un monument de la pop culture. Il est nominé à plusieurs Oscars et il fait partie de ces films instantanément cultes, aussi bien reçus par la critique que par le public. Rien d'étonnant donc à ce que ce film engendre des tonnes de copies qui cherchent à pomper sa recette, c'est les mêmes, en moins bien.
pour le premier film, vous pouvez vous ouvrir un petit Danao ou n'importe quelle boisson qui vous rappelle ce tendre temps béni de l'enfance. On va parler d'un film qui suinte la tendresse. Vous vous souvenez que Retour vers le futur avait été proposé à Disney, qu'il avait refusé. Bon, ça on est raccord. Mais étonnamment, un an après, Disney sort une production qui ressemble étonnamment, dans son ton, dans son atmosphère, au chef-d'œuvre de Zemeckis. Ça s'appelle Le vol du navigateur. Que ce soit par son ton, par son mélange de comédie, d'aventure et de science-fiction, ou même par sa légèreté dans la mise en scène, Le vol du navigateur, c'est un peu une version enfantine de Retour vers le futur, et c'est une version qui est franchement pas déplaisante du tout. Globalement, on suit un gamin qui va se promener, faire une drôle de chute, s'évanouir. Lorsqu'il se réveille, il réalise que 8 ans se sont écoulés, que tout le monde a vieilli et qu'il était porté disparu. Et du coup, certains vont penser qu'il a été enlevé par des extraterrestres. Oh my God. Thank God. Moi, c'est un pitch que je trouve plutôt bien pensé et assez intriguant parce que ça permet évidemment de jouer sur le décalage entre deux époques, pas autant séparées que dans Retour vers le futur, mais il y a quand même tellement de choses qui changent en 8 ans, c'est plutôt intéressant. Il y a aussi cette ambiguïté concernant ce qui s'est vraiment passé avec le gamin, et dans toute la première partie, il y a un vrai souffle de mystère qui pèse sur le récit et vraiment qui le rend très plaisant à suivre. Et comme dans Retour vers le futur, le mystère va verser dans le fantastique et dans l'aventure brute, remplie d'humour et de tendresse, passer la première demi-heure. Je trouve que c'est pas mal filmé, il y a une direction artistique qui est assez ambitieuse, qui fonctionne bien, notamment avec le vaisseau, où dès que les créatures rentrent en scène en fait. This little move of my hand, and we go that way. Okay, which way to Fort Lauderdale? I only know what's in your head, and you don't know the way from your house to a 7-Eleven. I say we go right. You also don't know your left from your right. We go left. Okay. Alors évidemment, c'est plutôt pour les enfants, jusque dans les designs, mais ça marche, il y a vraiment un soin accordé à tout ça, et la direction d'acteur fonctionne, il y a une vraie volonté de bien faire, il y a un bon rythme dans l'humour. Vraiment, c'est un film qui parvient à retrouver ce charme typique des années 80, que beaucoup d'entre vous aiment tant dans Retour vers le futur. En fait, j'aime beaucoup ce qu'ils font avec les enjeux, parce que comme dans Retour vers le futur, il y a un enjeu qui est quand même très important, un enjeu personnel qui est lourd. Mais comme Retour vers le futur et comme tant de productions des années 80, c'est traité avec cette légèreté, avec cette bonne humeur, qui est même maintenant aujourd'hui presque un peu kitsch, mais qui a vraiment un cachet hyper sympa. I don't want to go to Phelan. I want to go home. Navigator, I'm awaiting your command. We must act now. Look, I gotta think. Just take us 20 miles from here. Compliance. What are you doing? Il y a aussi une belle musique de Alan Silvestri, il y a des séquences vraiment, même plutôt impressionnantes, en tout cas très sympa à voir. Vraiment, pour moi, ça permet de passer un bon moment. C'est un film ultra rythmé qui a été un peu oublié, et moi je trouve ça un peu dommage, parce qu'on est quand même vraiment très loin de la catastrophe que peuvent être certains films live Disney. Suivez mon regard. Non, ce film, c'est un peu à Retour vers le futur, ce que le trou noir était à Star Wars, que j'avais évoqué dans ma précédente vidéo. Donc vous pouvez y aller les yeux fermés, les yeux ouverts, c'est mieux pour voir le film. J'ai déjà fait cette blague, j'ai honte de moi, pardon, excusez-moi, putain. Vous pouvez foncer, c'est un bonheur. Et avant de vous parler du deuxième film, je vais vous poser une question. Comment on appelle des testicules de dauphin? Des boules de flipper. Et si vous avez ri à cette blague bien beauf, vous pouvez poser le Danao, sortir un gros pack de crocs, mettre votre plus beau Marcel. On va parler de la machine à démonter le temps. Malgré le titre, qui laisse penser qu'on est sur l'une de ces nombreuses parodies ultra gênantes qui pullulaient pendant les années 2000-2010, ce film il est quand même largement moins débile que prévu, il est même franchement distrayant, je vous explique. L'histoire, c'est un groupe de 4 potes qui voyagent dans le temps grâce à un jacuzzi. Ils se retrouvent dans les années 80 avec possibilité de changer leur futur de merde, mais est-ce qu'ils le feront ou est-ce qu'ils passeront l'intégralité du film à faire des blagues de cul? Là est tout le suspense. Je suis un peu de mauvaise foi parce que évidemment c'est très régressif, ça vole pas très haut, mais ça se prend jamais au sérieux, heureusement vous me direz, et ça parvient à construire un univers que je trouve plutôt sympa.
sack. Kick his ass, Blaine. Where are my fucking friends? Let's get wild out, kids. You like that song? Yeah, it's great. It's gonna be a hit. Parce qu'en retournant dans les années 80, les personnages vont se retrouver plongés dans une sorte de fantasme absolu de cette période. En pleine période de libération sexuelle, où tout le monde baise un peu tout le monde, et où règne une ambiance de liberté absolue. Et ça, je trouve qu'on le ressent bien dans le film. Je trouve qu'on le ressent vraiment dans la mise en scène, même dans les péripéties, dans le rythme qui est hyper effréné. Et c'est un film que je trouve quand même plutôt soigné. On sent que c'est pas un film qui a été fait à la va-vite. Je trouve qu'il y a quand même un soin tout particulier qui est accordé au décor, qui est accordé aux costumes, qui est même accordé à l'ambiance générale. Et même la bande-son est franchement pas mal, c'est évidemment rythmé à 200 à l'heure pour qu'on n'ait pas trop le temps de réfléchir à la débilité des situations. En fait, c'est vraiment l'archétype du film plutôt marrant, bourré de clins d'œil et de références, qui est évidemment à 100 000 lieues du chef-d'œuvre original, mais qui peut faire passer une soirée. Et je trouve ça plutôt plaisant à suivre et pas inintéressant dans son côté rien à foutre de l'effet papillon. Tout est juste prétexte à la rigolade et non, ça peut être sympa à regarder si vous voulez voir une parodie d'un film que vous adorez, qui est votre film culte. Bah, il peut vraiment faire l'affaire, c'est pas un film honteux, loin de là. Was it morally wrong for me to exploit my knowledge of the future for personal financial gain? Perhaps. Here's another question. Do I give a fuck? Et pour le troisième film, je vous propose non pas un, mais deux films. C'est la putain de fête sur la chaîne Intercut. Et pour commencer, je vous propose de rester dans cette tendre époque qu'est les années 80, en parlant d'un croisement entre Retour vers le futur, E.T. et Wall-E. L'idée, c'est qu'on suive un petit robot, mais qui est adorable, qui s'appelle Numéro 5. C'est un robot militaire qui devient doué de conscience lorsque la foudre lui tombe dessus. Du coup, il devient quasi humain et il cherche à fuir. Il va rencontrer toute une galerie de personnages dans son épopée, tout en cherchant à échapper à l'armée qui veut le retrouver à tout prix. Bon, déjà, outre l'aspect excessivement mignon de Numéro 5, qui est la grande réussite du film, je trouve, de par ses animations, de par son humour, de par son design, même par son écriture en fait. On est sur une comédie familiale classique qui lorgne un peu vers E.T., puisqu'on est sur quelque chose qui n'est pas censé exister, soit un extraterrestre, soit un robot doué de conscience, qui va rencontrer des humains très gentils qui vont vouloir le protéger des méchants. Il y a cette inspiration-là, tout en reprenant le schéma narratif qui est en même temps très classique de Retour vers le futur. On a une situation classique, on a la foudre, on a un éclair qui transforme complètement la situation initiale du héros, et on découvre avec ce même héros un nouveau monde, des nouvelles perspectives, dans un univers très attachant. Et on est sur un film de science-fiction qui va cocher tous les éléments qu'on attend de lui, humour décalé, action, personnages exubérants, une esthétique très années 80 avec des animatroniques, franchement très bien géré et qui fait que le film n'a pas tant vieilli que ça. Donc vraiment, ouais, short-circuit, c'est à voir et ça permet de prolonger l'expérience Retour vers le futur pendant 1h30. Ouais, mais ça parle pas du tout de voyage dans le temps en fait. Alors, effectivement, pas du tout, et pour contrer ça, on va parler de voyage dans le temps dans le dernier film. Time after time. Un film que j'aime beaucoup, même si très clairement je triche un peu parce qu'il est sorti bien avant Retour vers le futur. C'est même Retour vers le futur qui a quelques séquences un peu inspirées de ce film. Est-ce que vous connaissez Wells? C'est l'auteur de La Guerre des mondes, c'est l'auteur de L'Homme invisible, c'est l'auteur de La machine à remonter le temps. Et ben si je vous disais qu'un film mettait en scène Wells, qui est joué par Alex de Orange Mécanique, qui va construire une machine à remonter le temps, se la faire voler par Jack l'Éventreur, qui va se propulser en 1980, alors du coup Wells va le rejoindre et passer des années 1890 aux années 1980 pour le traquer, ce qui amènera bien sûr des situations assez folles. Et ce film, il a un titre, heureusement vous allez me dire, qui s'appelle C'était demain, et c'était vachement cool. Et en même temps, avec un pitch pareil, il y a de quoi faire. On a à la fois un héros qui va découvrir tout un nouvel univers inconnu, avec des situations forcément ubuesques, et il y a une traque qui est vraiment géniale entre deux grands mythes britanniques. Et moi, je trouve que le mélange entre thriller et science-fiction, il fonctionne à merveille, et esthétiquement,
c'est quand même un super beau film. Hein. Ça marche très bien et c'est hyper original. Vraiment, c'est un film comme ça que je mentionne un petit peu en bonus. Il rentre pas trop dans le concept de l'émission puisqu'il est antérieur à Retour vers le futur, mais j'avais vraiment envie d'en parler. Et c'est une curiosité très surprenante. Je peux que vous conseiller d'aller voir C'était demain. C'est vraiment un très bon film. Frankly, I don't find her especially attractive to you. No, you're not about to disagree with me, are you? No. No what? No. I don't find her particularly attractive. Ok, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour la prochaine vidéo, comme toujours, c'est vous qui choisissez ce dont on va parler en commentaire. Et on va parler de chefs-d'œuvre, j'ai envie de parler de très bons films. On va refaire un C'est comme en mieux. Et autant vous dire qu'avec les choix, ça va rager fort dans les commentaires parce qu'on va faire soit C'est comme Black Swan en mieux, soit C'est comme Inception en mieux. D'ici là, portez-vous bien, on va se revoir très vite. Je vous dis ciao à tous, n'oubliez surtout jamais que vous êtes les meilleurs. On se voit très vite. Ciao.